Je voulais déposer une plainte à la police ou peut-être même demander une ordonnance restrictive contre mon ex-petit ami. Il est aussi policier d'État, donc je suis très... Mal à l'aise, mon petit ami et moi avons entendu quelque chose de très étrange. Nous avons entendu des coups de feu et aussi des cris. La vétérinaire du New Jersey, Lauren Semenchek, craignait pour sa vie, effrayée à l'idée que son ex-petit ami lui fasse du mal. Et elle avait raison. Le 1er août de cette année, Ricardo Santos, un policier de l'État du New Jersey, a tiré sur elle et sur son nouveau petit ami, Tyler Webb, avant de retourner l'arme contre lui-même. Dans un retournement sordide, la police locale a presque ignoré les appels au 911 cette nuit-là, laissant les corps découverts des heures plus tard par leurs proches. Nous expliquons les raisons de l'enquête d'État sur la police et les accusations contre l'agent parti chercher une pizza au lieu de travailler. Je suis Elisabeth Milner et voici Law and Crime. La communauté de Franklin Township, New Jersey, a été bouleversée plus tôt cette année après qu'un policier d'État a tué son ex-petit ami, une vétérinaire locale très appréciée, et son nouveau petit ami, un mécanicien et pompier volontaire nommé Tyler Webb. La docteure Lauren Semenchek redoutait que cela arrive. La femme de 33 ans et son petit ami de l'époque, Ricardo Santos, un policier d'État de 45 ans, se sont séparés en septembre 2024. Ricardo, ancien membre de la sécurité du gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, aurait commencé à harceler Lauren. Sa famille dit qu'elle l'a bloqué, mais les appels continuaient à venir de numéros masqués et elle craignait qu'ils ne la suivent. Elle a menacé de déposer une ordonnance restrictive, mais cela ne semblait pas l'arrêter. Le 19 mai, la voiture de Lauren aurait été vandalisée pendant qu'elle travaillait à la clinique vétérinaire de Long Valley avec une rayure sur le côté. Elle s'est rendue au poste de police de Washington Township, comté de Morris, New Jersey, pour porter plainte. Le rapport consulté par le New York Post indique que les agents ont appelé Ricardo pour lui ordonner de rester loin d'elle. Ricardo a nié avoir rayé sa voiture, mais a accepté de ne pas la contacter. Le lendemain, le 20 mai, Lauren s'est rendue au poste de police de Franklin Township, dans le comté de Hunterdon, où elle vivait, pour parler à un agent. On lui a dit que personne n'était disponible, mais il a reçu un numéro de téléphone. Ce petit commissariat compte 6 membres. Mais écoutez le message vocal qu'elle a laissé. C'est glaçant. Bonjour, je m'appelle Lauren Komantek et j'habite sur Upper Kingstown Road à Pittstown, dans le New Jersey. Je voulais déposer une plainte à la police ou peut-être même demander une ordonnance restrictive contre mon ex-petit ami qui me harcèle. Il a placé des dispositifs d'enregistrement chez moi, il continue de m'envoyer des messages et de m'appeler. Et puis, hier soir, en sortant du travail, j'ai vu que ma voiture avait été rayée. Je n'ai aucune idée de qui a fait ça, mais je n'ai personne d'autre dans ma vie avec qui j'ai des tensions. Il est aussi policier d'État, donc je me sens particulièrement mal à l'aise. Je suis juste passée au bureau, mais il n'y avait personne de disponible. Appel pour le joindre à ce numéro. Merci de me rappeler. Si vous avez un moment, ce serait super. Mon numéro de téléphone est... Merci. Son appel resta sans réponse. 3 mois plus tard, Lauren a été retrouvée morte. Son corps a été découvert aux côtés de Tyler sur la véranda à l'arrière de sa maison par son propre père, près de 20 heures après qu'ils aient été abattus. Ricardo Santos a été retrouvé mort à Piscataway, New Jersey, après s'être suicidé dans sa voiture. On pense que l'arme semi-automatique retrouvée avec lui est celle qui a tué Lauren et Tyler. Voici donc ce que nous savons sur ce jour-là. Le 1er août, Lauren a quitté le travail et est rentrée, Tyler arrivant quelques minutes après. C'est alors que Ricardo, qui semblait suivre Lauren, l'a confrontée. Des coups de feu ont retenti, les voisins effrayés ont appelé le 911. Je ne sais pas si je regarde trop de films ou quoi, mais vous savez, mon petit ami et moi venons d'entendre quelque chose de très étrange. Nous avons entendu des coups de feu et aussi des cris, et les cris semblaient, vous savez, vraiment proches, vous voyez. Et puis, vous savez, quand le dernier coup de feu a retenti, tout est devenu silencieux. Et puis, non, je pensais que c'était des enfants, peut-être qu'ils riaient ou quelque chose comme ça, je ne pouvais pas dire. On avait de la musique, d'accord, et oui, bref. Une patrouille se rend sur place pour vérifier, d'accord. Et encore une fois, j'espère que je ne dérange personne, mais c'est juste que c'était trop bizarre. Franklin Catcher Police. Bonjour, je suis désolée. Normalement, on ne fait pas ça, mais on vient juste d'entendre quelque chose qui semblait vraiment étrange. Coup de feu. On l'a entendu crier, puis les bruits. Bonjour. Ah oui, Upper Kingstown Road. Quoi qu'il y a? Nous sommes sur White Bridge Road. D'accord, oui, nous avons reçu un signalement à ce sujet. Oui. D'accord, oui. Il y a environ 5 minutes, on a trouvé ça vraiment bizarre et on a décidé de le signaler. Un agent arrive pour vous écouter. 911 nom de Warner, Mercy.
Ce n'est pas vraiment sur cette propriété, mais je viens d'entendre une série de coups de feu. C'était très fort. Upper Kingstown Road, ce n'est pas ici. Je l'ai seulement entendu depuis cette propriété. Et j'ai entendu des cris. Je suis en haut de la colline. Donc ça venait d'en bas de la colline. Et peut-être combien? On a-tu entendu? Oh mon Dieu, environ 5 à 6 d'un coup avant que tu n'appelles. Oui, non, c'était très fort. Je veux dire, le son te porte vraiment. Oui. Si besoin, rappelez-nous, je les ai déjà envoyés vers vous. D'accord, je n'ai rien entendu depuis. Mais c'était juste avant que vous appeliez, c'est bien ça. Oui, c'était le cas, d'accord. Très bien, j'enverrai quelqu'un. D'accord. Au revoir, répartition. Un agent était en route pour vérifier la situation. C'était l'agent Kevin Bolero, promu sergent il y a 5 ans. La vidéo de sa prestation de serment est sur YouTube, mais maintenant, son engagement envers sa promesse de protéger et de servir est remis en question. Il s'avère que le sergent Bolero a décidé de retarder sa réponse à la fusillade afin de pouvoir s'arrêter à un distributeur automatique pour retirer de l'argent. Il aurait traversé la zone en voiture, n'ayant rien remarqué de suspect, puis est allé chercher une pizza. Oui, une pizza. Il est accusé de faute professionnelle et de falsification de documents. Le procureur du comté de Hunterdon détaille dans un communiqué les déplacements du sergent Bolero cette nuit-là et précise, je cite, « Le bureau du procureur de Hunterdon a appris que le vendredi 1er août 2025 vers 19h08, un résident du 31 Upper Kingstown Road à Pittstown a signalé des coups de feu et des cris. Une opératrice a transmis cette information à un officier de service, le sergent Kevin Bolero du FTPD, qui a accusé réception de la transmission. Les données système de positionnement global et vidéosurveillance ont montré qu'il n'a pas répondu immédiatement à l'appel. Bolero a parcouru environ 24 km dans la direction opposée à l'emplacement de l'appelant jusqu'à la banque Toronto Dominion sur la route 41 à Clinton Township, où il a effectué une opération personnelle au distributeur automatique. Et si vous pensiez que c'était grave, cela a empiré, déclare la procureure. 5 minutes après le premier appel, une deuxième personne au 5 White Bridge Road a signalé des tirs et des cris, informations transmises et confirmées par Bolero pendant son intervention au distributeur. Bolero a ensuite quitté la banque Toronto Dominion et s'est dirigé vers les lieux sans activer les gyrophares ni la sirène de son véhicule de police. Pendant ce temps, les appels au 911 se multipliaient près du domicile de Lorraine. 5 minutes après le second appel, une troisième personne du 18 Upper Kingstown Road a signalé des tirs et des cris, informations relayées et confirmées par Bolero. 8 minutes plus tard, le système de positionnement global situe Bolero au 41 Upper Kingstown Road, probablement en discussion avec le premier appelant pendant 4 à 6 minutes. Comme Bolero n'a pas activé sa caméra corporelle, la durée de l'interaction reste inconnue. Nous savons que Bolero reçoit ses transmissions du centre d'appel car il les confirme. Mais il ne mène aucune enquête ni n'allume sa caméra corporelle, selon les procureurs. Le communiqué précise que Bolero a informé les opérateurs n'avoir rien entendu à Upper Kingstown Road et qu'il allait vérifier White Bridge Road. À 19h40, environ une demi-heure après avoir été informé pour la première fois que des voisins avaient entendu plusieurs coups de feu dans une maison, Bolero a contacté la centrale radio pour demander à être retiré de la scène. Selon le bureau du procureur, une enquête plus approfondie a révélé que Bolero n'avait parlé ni avec le deuxième ni avec le troisième appelant. En réalité, les données système de positionnement global ont montré qu'il avait parcouru une partie de White Bridge Road, mais qu'il ne s'était jamais arrêté pour approfondir l'enquête. À ce moment, le sergent Bolero, travaillant de nuit, semblait avoir faim. Les données système de positionnement global ont également montré que Bolero s'est immédiatement rendu à la pizzeria et au restaurant Duke au 371 Pittstown Road à Pittstown et y est resté environ 50 minutes. Il a été vu se garer puis marcher vers le Pittstown Inn où il est resté environ 57 minutes à socialiser avec des clients, selon des témoins. Les données système de positionnement global montrent aussi que Bolero a passé environ 5 heures de service dès 23h27 jusqu'à 4h33 au cimetière de Locust Grove, sans activité policière enregistrée par lui. Plus tard, Bolero a remis un rapport sur son enquête des appels du 1er août 2025, affirmant à tort ne pas avoir pu joindre l'appelant. Depuis White Bridge Road, les systèmes de positionnement global et vidéosurveillance ont prouvé qu'il n'était pas sur Upper Kingstown Road durant la période déclarée. Bolero ne se trouvait pas dans la zone immédiate, mais il était en route vers la pizzeria Duke à Pittstown. Le sergent Bolero a été inculpé pour faute professionnelle au 2e degré pour avoir volontairement négligé ses fonctions de police pour un avantage personnel.
Également accusé de troubles à l'ordre public pour falsification de documents ou fausses déclarations intentionnelles. Selon le rapport de police de Franklin, Bolero était déjà en congé administratif lors de l'annonce des charges. Après les décès de Lauren et Tyler, le chef de la police de Franklin, Timothy Snyder, et le sergent Bolero ont été suspendus pour de graves préoccupations sur l'efficacité du service. Le bureau du procureur supervisait les opérations depuis août. Un avocat des familles, Lauren et Tyler, a publié cette déclaration. Les familles Semenchek et Webb sont choquées par la conduite scandaleuse du sergent Bolero, reprochée par le procureur du comté de Hunterdon. Nous pensons que ce n'est que la partie visible des nombreux manquements de la police locale et de l'État qui seront révélés et qui ont conduit au meurtre de Lauren et Tyler. Les familles intentent également un procès contre la police locale et d'État pour ne pas avoir protégé le couple. L'avocat de Bolero a aussi répondu dans sa déclaration, déclarant en partie, je cite, « Une femme et son amie ont été tuées lors d'un drame de violence domestique. Nous souhaitons paix et force à leur famille. » Cependant, rien de ce que Kevin Bolero a fait ou n'a pas fait ce jour-là n'a eu d'impact ou n'aurait pu empêcher cette tragédie de quelque manière que ce soit. Il a ajouté « Je ne commande pas les autres affaires en cours d'enquête, mais en ce qui concerne le sergent Bolero. Les preuves démontreront des retards dans la passation et la transmission des appels au 911. Les preuves montreront que les appels signalant des coups de feu de ce genre sont fréquents dans cette communauté, surtout à l'approche de la saison de la chasse. Les preuves montreront qu'il n'existe aucune pratique ni politique concernant l'utilisation des gyrophares et des sirènes, ni la conduite à grande vitesse pour répondre à ce type d'appel. Les preuves montreront que la sergente Bolero a parlé à une personne qui avait passé un appel. Les preuves montreront qu'elle a minutieusement inspecté la zone. La sergente Kevin Bolero avait servi fidèlement cette communauté pendant près de 25 ans et n'est coupable de rien en lien avec ce meurtre horrible. Cette poursuite est regrettable. Je suis maintenant rejointe par Bob Bianchi, avocat de la défense pénale, technicienne médicale d'urgence et ex-procureur en chef du comté du New Jersey. Bob, c'est toujours un plaisir de te voir et merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Tu sais, je dois avoir ta réaction à cette histoire. As-tu déjà vu quelque chose comme ça auparavant, où un policier est censé être en intervention mais il est en train d'acheter une pizza? Oui, honnêtement, je l'ai déjà vu avant. Mon ancien titre est procureur en chef du comté du New Jersey. L'un de mes rôles à ce poste était d'être le principal responsable des forces de l'ordre pour tous les services de police municipaux de ma juridiction. Mon comté avait 44 agences de police, et s'il y avait un problème de service interne ou une quelconque faute professionnelle policière, cela finissait par remonter jusqu'à mon bureau pour être enquêté. En lisant cela, qui a des conséquences tragiques, je ne compte plus les plaintes déposées à l'inspection générale ou les falsifications par la police. Ils étaient un endroit en train de faire quelque chose, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas en service officiel. Ils faisaient quelque chose de personnel ou ne faisaient rien du tout. Donc, en fait, c'est dans mon esprit. Je ne veux pas dire que c'est un événement courant, mais ça ne le serait pas. Ça ne m'a pas choqué quand je l'ai vu. Wow, c'est vraiment révélateur, tu sais. Et le bureau du procureur là-bas a pu établir presque minute par minute la chronologie des déplacements de Bolero le 1er août. On pourrait supposer que Bolero savait qu'il était peut-être surveillé, mais dans tous les cas, il n'y a pas pensé, il ne l'a pas remarqué, ou peut-être même qu'il s'en fichait. Est-ce que cela vous indique qu'il a probablement déjà fait cela auparavant? Eh bien, je ne veux pas supposer quoi que ce soit. Quelqu'un, qu'il ait agi ou non, mais je pense que cela peut révéler quelque chose. Évidemment, un officier, ce qui me frapperait en tant que procureur, c'est s'il pensait pouvoir faire cela en toute impunité. Lorsqu'un appel important arrive, un appel au 911 pour des coups de feu, des gens qui crient cela. Quelle est la culture de ce service de police en général? Habituellement, ces officiers, bien sûr, il peut toujours y avoir un officier déviant. Ne vous méprenez pas, mais une telle audace révèle un problème culturel dans le service. Donc moi, en tant que procureur, je vais certainement examiner cela pour voir si cette agence agit et surveille ses agents de manière appropriée ou non. En dehors des poursuites dans cette affaire particulière. Et parlez-moi un peu de ce que recherche le parquet dans le cadre de son enquête sur Bolero, ainsi que le service de police de Franklin Township. Qu'est-ce qu'ils vont chercher exactement? Ils vont vérifier si l'élément clé de toute affaire interne dans un service de police, selon moi, a été respecté. J'étais expert en la matière. Ce sont vos pratiques internes. Souvent, les policiers cherchent à éviter les affaires internes. Ils en ont peur et c'est quelque chose qui les effraie. Ils ont l'impression qu'il y a Big Brother qui les surveille. En réalité, les affaires internes veillent aussi au respect des règles établies pour que les agents sachent quand leur comportement dépasse les limites.
et qu'ils puissent être corrigés avant qu'une tragédie ne se produise. Donc, en tant que procureur du comté, je vais certainement examiner les usages, les politiques, les procédures, et je vais aussi m'intéresser à d'autres aspects de l'enquête. Quant à savoir si d'autres agents ont falsifié des rapports de police, ce n'est pas une bonne chose, c'est une très mauvaise chose. Quand des agents falsifient des rapports de police, oublions un instant qu'il y a eu un double meurtre ici. Je me demande désormais si je peux faire confiance à cette agence pour obtenir des informations fiables en tant que procureur dans d'autres affaires. Ils l'ont fait, que ce soit pour un véhicule à moteur ou un crime. Cela dépendra du travail du procureur. C'est un bon procureur que je connais personnellement. Il examinera sûrement la situation de façon plus globale. Est-ce un cas isolé, une erreur unique ou le signe d'un problème plus grave? Ensuite, probablement, si c'était moi, je vais transmettre ce message à toute la communauté que je supervise. Ne laissez pas cela vous arriver. Oui, et peut-être que la conversation serait un peu différente si ce n'était pas l'excuse de la pizza. Je déteste l'appeler ainsi, car un événement tragique a eu lieu à ce moment-là. Mais je me dis, et si son enfant avait été malade et qu'il avait dû l'emmener à l'hôpital? Peut-être, mais simplement savoir que les procureurs surveillaient ses déplacements et comportements. Le voir dans une pizzeria pendant que tout cela se passait, c'est assez choquant. Et, tu sais, juste en regardant de l'autre côté, l'avocate de Bolero a publié une déclaration qui donnait plusieurs excuses pour son comportement présumé, y compris le fait que les appels pour des coups de feu sont fréquents. En gros, elle a dit que rien de ce que Bolero a fait ce jour-là n'aurait changé le résultat. En tant qu'avocate de la défense pénale, quelle est ta réaction? D'accord. Eh bien, je ne veux pas attaquer une de mes collègues, mais laisse-moi juste dire, tu sais, parfois il faut faire avec ce qu'on a. Ouais, d'accord. Donc, mettre du rouge à lèvres à un cochon, je ne sais pas. Je suppose on pourrait utiliser beaucoup d'analogies différentes pour ça, dont on pourrait parler ici. Mais au final, on ne sait pas si une intervention quelconque. Je mets ma casquette d'ambulancier, chaque seconde compte entre la vie et la mort. Il existe des interventions qui peuvent sauver une vie, y compris pour des personnes qui ont été blessées par balle. Certaines personnes ont reçu plusieurs balles. Il y avait 3 appels, je crois, au moins 2, peut-être 3 appels en cours ici, donc on ne sait pas vraiment si oui ou non. Et l'enquête précisera davantage s'il y avait une possibilité de sauver ces personnes. Nous ne le saurons jamais, n'est-ce pas? C'est certain, parce que l'agent n'a pas fait ce qu'il était censé faire ici. Donc, vous savez, oui, on regarde ça et on se dit, il allait chercher une pizza. Mais au final, laissez-moi vous dire, cette communauté est une communauté aisée et de banlieue. Le concept, quand j'entendais des coups de feu tout le temps, ça me faisait rire. Je veux dire, peut-être qu'on entend des coups de chasse, mais on n'entend pas de cris. C'est l'une des communautés les plus aisées des États-Unis d'Amérique. Ce n'était donc pas habituel. Pourquoi cet officier a-t-il ignoré l'appel? Cette ampleur est déconcertante. Oui, et voyez-vous une affaire comme celle-ci aller jusqu'au procès? Ou pensez-vous, ou vous attendez-vous, à un accord de plaidoyer d'une sorte ou d'une autre? Qu'il va y avoir un accord de plaidoyer, parce que ce à quoi il fait face ici n'est pas, assurons-nous, de ne pas confondre les choses ici. Il n'est pas accusé de la mort, vous savez. Peut-être qu'on pourrait parler d'homicide involontaire, vous voyez. Ne pas avoir agi a eu une implication difficile à prouver pour les procureurs. Il est accusé d'un acte de faute professionnelle officielle et selon la loi du New Jersey, c'est une loi draconienne très sévère qui prévoit entre 5 et 10 ans de prison. Avec 85% que vous pourriez devoir purger avant, je devrais dire jusqu'à la moitié que vous pourriez devoir purger avant. Vous êtes admissible à la libération conditionnelle, donc une peine de prison d'État importante, jusqu'à 5 ans de période de libération conditionnelle et l'admissibilité qui accompagne cette peine. En d'autres termes, c'est très très important. Ils vont se précipiter pour obtenir un accord de plaidoyer. Car cet acte, si les faits connus sont exacts, fournira les éléments pour appuyer l'accusation de faute professionnelle officielle. Personne ne veut aller en procès dans une affaire où il risque une peine minimale obligatoire de 5 ans dans une prison d'État. Ils vont conclure un accord ici. À mon avis, la défense ira voir le procureur pour négocier. Et c'est là que l'argument selon lequel ces actions n'ont en fait pas empêché la situation et n'auraient rien changé pèsera sur le procureur. Si le procureur estime que cela aurait compté, il ne proposera probablement pas un accord de plaidoyer avantageux. Et pensez-vous, vous savez, avec ce que nous savons jusqu'à présent et la direction que prend l'enquête en ce moment, pensez-vous que sa carrière en tant que policière est terminée? Absolument. Je veux dire, tout d'abord, ce sera fini à tellement de niveaux, ce n'est même pas drôle. Sans compter le fait que
Même s'il était innocenté de ce crime, au final, ce qui restera attaché à son dossier de police, c'est qu'il a falsifié un rapport de police, ce qui fait de lui... Essentiellement, cette information est transmise à chaque avocat de la défense dans chaque affaire, sans parler de cette affaire-ci, même si un flic garde son travail. Qui va croire un policier qui a déjà menti? Cela pourra être utilisé lors du contre-interrogatoire, ce qui le rend vraiment inefficace en tant que policier. Parce qu'une partie de votre travail consiste à témoigner à chaque fois que vous témoignez. Quelle valeur a-t-il pour moi, en tant que procureur? Si un avocat le contre-interroge sur ses anciens faux rapports, sa carrière est ruinée. Pensez-vous, au vu de ce qui s'est passé avant les meurtres de Lauren et Tyler, que leurs familles ont une bonne affaire au civil? Oh, wow, c'est un problème beaucoup plus complexe à mon avis, et je ne suis pas avocat spécialisé en droit civique. Mais à mon avis, il va falloir établir un lien entre un aspect de cette malversation ou de cette inaction et le préjudice causé. Voilà pourquoi cette chronologie sera importante. Je ne sais pas. Il s'agit de quelques heures. Si je me souviens bien, c'était le 1er août à 19h08. C'est à ce moment-là qu'il ne fait pas ce qu'il est censé faire. Et je crois que les corps ne sont découverts que le lendemain à midi. 22 heures. Maintenant, si vous obtenez un rapport d'autopsie, il dira que quelqu'un était en vie et est probablement mort à 2 heures du matin ou 3 heures du matin. Ils étaient juste allongés là. Rien que d'y penser me donne la chair de poule, car ce type n'a pas fait son travail. Alors là, vous avez une sacrée bonne affaire, mais il va falloir attendre de voir quelles sont ses preuves. Si la réponse est non, qu'il y a eu une mort instantanée et que ça n'aurait rien changé, je ne pense pas que ce soit une si bonne affaire à mes yeux. Oui, on voit bien que ça peut aller dans les deux sens. Et je sais qu'il y a beaucoup de discussions simplement sur l'attitude envers les forces de l'ordre. Comment, selon vous, ce cas particulier influence-t-il la communauté et son attitude envers les forces de l'ordre? En tant que procureur, c'est pourquoi j'adopterai une position très agressive sur ce sujet. Je veux rassurer la communauté que de tels actes seront pris au sérieux. Ils seront totalement enquêtés, tenus responsables, et nous aurons appris de nos erreurs. Adressez ce message à la communauté des forces de l'ordre pour qu'elles n'agissent pas ainsi. Pour répondre à votre question, en tant que procureur, je dois instruire des affaires et le public doit faire confiance à ma communauté des forces de l'ordre. Non seulement ils sont efficaces dans ce qu'ils font, non seulement ils excellent dans leur travail, mais on peut leur faire confiance. Pour être honnête, il est fondamental pour la protection de toute la communauté que nous soutenions notre communauté des forces de l'ordre. Et quand nous avons un officier qui fait quelque chose d'erroné comme cela, je dois envoyer le message qu'il y aura des répercussions, à la fois pour rétablir la réputation de la police auprès de la communauté, mais aussi pour faire savoir à la communauté policière que nous pouvons tolérer beaucoup d'erreurs, nous pouvons tolérer. Parfois, on se dit qu'on aurait pu mieux faire en regardant en arrière. Mais si vous agissez avec un bon cœur et que vous essayez de faire ce qui est juste, nous pouvons toujours faire preuve de pardon dans ces circonstances. Ce n'est pas l'un de ces cas. Oui, et je suppose que nous verrons comment cela va continuer à se dérouler. Je voudrais vous poser une dernière question, Bob. Avec une boule de cristal, où voyez-vous cette affaire finir? Peut-être quelques semaines, quelques mois, qu'en pensez-vous, où cette affaire pourrait-elle aboutir? Je vois un avocat de la défense qui va courir très rapidement vers les procureurs. Je pense que beaucoup de choses dépendront de ce que l'autopsie va révéler. Si l'autopsie révèle que ces vies étaient sauvables, l'avocat de la défense en souffrira vraiment. À ta place et celle de l'accusé, j'irai au procès, j'essaierai de gagner pour faire emprisonner ce type 5 ans. C'est mon ressenti. Je pense finalement qu'il y aura une résolution. Il quittera son travail et plaidera coupable. Il va faire un peu de prison d'État, mais ce sera moins que la peine maximale. Je pense que c'est là que ça va finir, mais ce serait une façon de trouver un équilibre pour tout le monde ici maintenant. Beaucoup va dépendre de la façon dont cet officier va réagir, parce que j'ai vu certains cas où nous avons accordé aux policiers le bénéfice d'un accord de plaidoyer modéré, et il y a une arrogance chez eux. Peut-être qu'ici, ils se croient au-dessus de la loi, puis subissent la douleur du procès et de la sentence. Nous verrons comment cela évolue. Merci beaucoup, Bob Bianchi, pour votre temps et votre analyse. Je vous suis très reconnaissante et c'est toujours un plaisir de vous voir. Avec plaisir. C'est réciproque. Kevin Bolero doit comparaître devant le tribunal pour la première fois le 5 novembre. Il risque des années de prison et une forte amende s'il est reconnu coupable. Ça suffit. Pour cet épisode, n'oubliez pas de regarder d'autres épisodes sur la chaîne YouTube Law & Crime. Mais pour l'instant, je suis Elisabeth Milner et c'était Law & Crime.